Salut tout le monde, aujourd'hui on vous parle des ateliers photo avec notre expert guide Jérémy. Je vais lui poser des questions sur la création des ateliers, tout ce que ça représente d'un point de vue préparation, comment trouver des bons spots, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour créer des ateliers photo si c'est un plan qui vous intéresse. Donc on va répondre à toutes ces questions-là dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bonne écoute. Fait que Jérémy, aujourd'hui, on va parler un peu plus de ton champ d'expertise à toi, c'est-à-dire les ateliers photo. Yes. Dernier épisode, on a parlé des impressions. C'est peut-être un peu plus moi qui en fais parce que c'est mon gagne-pain principal. Mais là, je voulais vraiment qu'on s'attarde sur les ateliers, leur création, qu'est-ce que ça représente comme quantité de travail, parce que moi, je sais que tu travailles vraiment, vraiment fort pour tout mettre ça sur pied puis les guider. Fait que comment ça a commencé un peu, sommairement, là, ton expérience comme guide d'ateliers de nature comme ça? Ben moi, j'ai pas nécessairement choisi, mais en fait, de commencer à guider des ateliers. C'est plus que la demande est venue. Fait que dans le fond, moi, c'est comme ça que je me suis mis à... En fait, j'ai commencé à guider des sorties photos que j'appelais parce que, tu sais, je me sentais pas nécessairement assez compétent pour charger quelque chose au début. Ouais. Puis après ça, ben, je me suis rendu compte justement que les gens voulaient vraiment comme avoir accès à mon expertise en termes de photos, en termes de terrain, tout ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à guider des petits ateliers, souvent une demi-journée ou une journée complète pour débuter. Puis avant tout, je pense que là, pourquoi je faisais ça, c'était beaucoup pour partager justement ma passion puis mon amour de la nature. C'était beaucoup pour faire vivre ça aux autres aussi. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours vécu mon plaisir en nature à travers les autres puis la manière que les autres pouvaient vivre ça. Fait que c'est un peu ça qui m'a mené vers les ateliers au début. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est beaucoup, j'ai eu de la demande pour ça. Je m'enlignais pas nécessairement vers là, mais tu sais, je savais que la photo nature, c'était quelque chose qui m'intéressait puis que je voulais en faire pour en vivre éventuellement. Ouais. Mais je savais pas trop quelle tournure ça allait prendre. Puis finalement, ben, ça a pris cette voie-là par des circonstances qui ont fait que je me ramasse là aujourd'hui. Ouais, des fois, on choisit pas forcément avec précision ce qu'on veut faire, mais ça se fait au fil des années, là, un peu. Puis tu crées ton expertise. Mais, mettons, le premier atelier que tu as offert, ça date de combien d'années déjà? Ben, le premier voyage photo, je peux vraiment mettre une date, là, c'était en 2016. Puis j'étais parti en Gaspésie avec 3 Européens. Fait que ça, c'est vraiment le premier là, que j'ai donné comme vraiment voyage photo. Sinon, les premiers ateliers, ça doit pas mal tourner dans les mêmes eaux, là, 2015, 2016. Beaucoup avec les renards ou la photo de nuit au début. C'était plus axé peut-être un peu plus paysage aussi. Présentement, c'est vraiment plus axé soit sur l'animalier ou des voyages photos où on va faire un peu de paysage, mais beaucoup animalier aussi. Fait que ça a vraiment pris un peu cette tournure-là. Puis dans ma pratique de la photographie tous les jours aussi, je fais encore du paysage, mais beaucoup moins qu'avant. Je fais beaucoup plus d'animalier. Fait que ben, les ateliers ont suivi un peu cette tendance-là aussi. Ouais, je comprends. Fait que là, mettons, à l'heure actuelle, tu as un peu répondu, mais à l'heure actuelle, combien d'ateliers tu guides par année, puis combien d'étudiants, entre guillemets, ça représente tout ça? D'ateliers en termes de nombre, je pourrais pas dire... Ben, 10-15 peut-être, je dirais, là, au total. Puis ça inclut des séjours entre 3 et 10 jours. Fait que tu sais, ça dépend tout le temps. Fait que c'est ça, des ateliers des fois d'une demi-journée aussi. Ouais. Ça arrive. Puis en termes de nombre d'étudiants, ben on compte environ un 60, 80, entre 60 et 80 participants par année. Il y a beaucoup de monde qui reviennent aussi. C'est sûr qu'il y en a là-dedans, des fois, même dans une même année, qui vont revenir. Mais sinon, d'une année à l'autre, il y a beaucoup de monde qui reviennent aussi. Mais ça se situe pas mal dans ces chiffres-là. Ben, c'est quand même énorme, 10-15 ateliers par année, moi, je trouve. Ouais. Surtout qu'il y en a qui durent quand même plus longtemps. Il y en a qui sont à Terre-Neuve, moi, je le sais, qui sont comme pas proches de chez vous. Là. Fait non, exact. C'est beaucoup de temps sur la route, puis c'est beaucoup de temps pas à la maison, finalement. Exact. Oui, c'est un bon sacrifice au niveau, justement, du temps justement passer à la maison, passer en famille et tout ça, d'être beaucoup à l'extérieur comme ça. Puis tu sais,
ces ateliers-là, justement, il y a toute la portion, on va en parler un petit peu plus tard, mais du repérage, puis de toute la préparation qui est derrière ces ateliers-là, qui nécessite aussi d'être à l'extérieur. Là. Donc, ouais, c'est ça. C'est pas juste des in and out, j'arrive, je repars, non, puis exactement. sans préparation. Ouais, Là. exact. OK. Commençons par la base, mettons, pour les ateliers. Il y a plusieurs types d'ateliers qui sont offerts sur le marché présentement, autant avec les animaux que des ateliers plus dans d'autres types de photographie, mais selon toi, les grandes catégories, mettons, de type d'ateliers photo, domaine nature, ce serait quoi? Ben, dans le fond, on va avoir d'abord les ateliers qui sont plus locaux, donc tu sais, vraiment des ateliers qu'on va trouver autour de chez soi, qui vont souvent être soit une demi-journée, une journée, donc ça va être vraiment, je vois plus ça comme des ateliers un peu plus d'initiation, si on veut, à la photo, parce que reste que dans un atelier qui va durer une demi-journée ou une journée, on peut couvrir de la matière, mais pas tant que ça aussi. Ouais, on est quand même un peu limité. Puis tu sais dans ta pratique de la photo aussi que souvent ça prend beaucoup de temps, même avant, surtout avec la photo animalière, avant de trouver des animaux, avant de pouvoir en faire des belles photos. Souvent, ça peut prendre 2, 3, ça peut prendre des années même, au lieu même de compter ça en jours. Fait que tu sais, c'est plus ces ateliers-là, souvent, ça va être un peu plus au niveau technique aussi. On va apprendre beaucoup de justement au niveau des réglages et tout ça, un peu du terrain aussi. Mais c'est ça, ça va être quand même très court comme atelier. Après ça, on peut avoir des ateliers locaux qui vont durer plusieurs jours aussi. Donc là, à ce moment-là, ça permet d'approfondir un petit peu plus aussi les connaissances. Ouais. On va avoir aussi des voyages photos. Donc là où on va vraiment se rendre dans une destination, soit avec un photographe local, mais souvent avec un photographe qui vient de où on est, ou en tout cas qui parle notre langue, qui va nous accompagner dans un autre pays ou une autre région. Donc c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un avec qui qu'on connaît au moins, ou qui parle notre langue, ou on a connaissance de son travail pour se rendre justement dans un autre endroit. Après ça, tu peux louer des caches à certains endroits. Donc, il y a quand même pas mal de types d'ateliers. Puis après ça, c'est de voir un peu justement nos besoins, nos attentes par rapport à ce qu'on veut réaliser, ou on veut approfondir avec l'atelier qu'on choisit. Puis après ça, on fait notre choix. Après ça, il y en a pour tous les budgets aussi. Moi, personnellement, les ateliers que je guide, en fait, je guide comme j'aimerais être guidé. Puis je guide beaucoup comme je fais de la photographie. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus intense en termes justement, au niveau des horaires, au niveau des lieux qu'on va visiter. Il y a d'autres photographes aussi qui peuvent guider des ateliers qui sont un peu plus mollo en termes de demande physique. Puis ça fait pour, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités physiques de se promener en forêt, se promener en montagne avec les équipements photo et tout ça. Donc, t'en as, tu sais, moi, je photographie beaucoup au lever puis au coucher de soleil. Il y en a qui vont photographier plus dans le milieu de la journée parce que c'est un peu plus facile pour les horaires. C'est très bien aussi, là. Je veux dire, il n'y a pas de recette miracle aussi. Là. Ça fait pour certains types d'animaux. Lever, coucher de soleil, ça fait pour d'autres animaux aussi. Tu as aussi, en termes de type d'atelier, tu peux avoir des ateliers qui sont justement en groupe. Tu peux avoir des ateliers privés aussi. Donc là où tu vas être soit un groupe privé, ou tu vas être seul, ou des fois en couple, pour suivre un atelier. Donc c'est sûr que c'est pas la même dynamique. Quand tu t'inscris dans un atelier de groupe, il faut quand même que tu prennes en considération justement que tu es en groupe, que il y a d'autres personnes qui ont payé également pour être là. Donc tu ne peux pas faire comme si tu étais seul. Donc tu as toujours la dynamique d'être plusieurs dans cet atelier-là. Il faut que tu prennes en compte qu'il y a d'autres personnes qui vont photographier, donc tu ne te mets pas dans le champ des autres personnes. Il faut vraiment que tu fasses même encore plus attention au bruit, parce que tu ne veux pas être le participant qui fait fuir les animaux. Non. Fait que, si tu es en atelier privé, tu es le seul à subir ça. Ouais. Le participant, s'il fait fuir les animaux, c'est lui le pire. Mais dans le cadre d'un atelier de groupe, c'est quand même un peu plus touché. Fait que il y a toute cette dynamique-là qui est quand même différente justement d'un atelier de groupe par rapport à un atelier privé. Puis c'est sûr que l'atelier privé, ça peut être vraiment monté sur mesure pour une personne. Ouais. Ça, ce qui est quand même vraiment bien, adapté à ses besoins, adapté à ses capacités physiques aussi. Donc
Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Sinon aussi, il y a certains ateliers qui sont même guidés par plusieurs guides. Donc tu peux avoir 1 ou 2 guides avec l'atelier. Ça permet d'avoir un ratio qui est plus, dans le fond, de ratio élève-professeur, on met entre guillemets, là, mais qui est plus petit, donc c'est un peu plus personnalisé, c'est un peu plus, de manière un peu plus privée aussi, là, donc ça peut être assez intéressant. Là, si, mettons, il y a un groupe de 6 avec un seul guide ou avec 2 guides, ben, c'est un peu différent. Là. Ben oui, c'est clair. L'accompagnement est différent aussi, quoique, tu sais, avec un guide, des fois, ça fait bien, là, mais donc, tu as un peu tout ça, là, ces possibilités-là différentes là, à travers le monde des ateliers photo nature. Oui, il y a quand même pas mal de choix. Puis c'est vrai ce que tu disais que c'est quelqu'un qui décide de créer ou de prendre un atelier local qui va durer quelques heures. C'est dur quand même pour un guide, j'ai l'impression, de vraiment avoir des rencontres mémorables ou des photos absolument hallucinantes en 2-3 heures en un après-midi. Ça peut arriver avec des spots vraiment connus, mais c'est sûr que généralement, plus on passe de temps sur le terrain, plus on augmente nos chances d'avoir des bonnes photos. Fait que... Ben, tu sais, si on cherche des lieux qui sont un peu plus sauvages, qui requièrent un peu plus de recherche, ben c'est là que c'est mieux d'y aller pour plusieurs jours. Tandis que, tu sais, des lieux qui sont un peu plus soit en milieu urbain ou avec des animaux qui sont un peu plus sûrs d'être photographiés, ben là, une demi-journée, ça peut faire. Donc, ça dépend tout le temps de ce qu'on cherche, des animaux qu'on veut photographier, puis de l'expérience qu'on veut avoir en nature. Ouais. C'est pas nécessairement tout le monde qui veut non plus photographier dans l'enceinte d'une ville ou... c'est pas la même expérience. Oui, c'est là que ça devient important de cibler aussi ce qu'on souhaite, soit retenir de l'atelier ou ce qu'on souhaite apprendre de l'atelier ou ce qu'on souhaite créer dans les ateliers qu'on pourrait mettre en place. Parce que, juste pour mettre sur pied un peu ce qu'on voulait partager avec cet épisode-là, c'était surtout d'enseigner aux gens, si jamais il y en a qui veulent, des photographes amateurs ou professionnels qui souhaitent créer des ateliers, il y a quelques étapes que tu vas expliquer sommairement dans le podcast. Fait que c'est à la fois pour les gens qui voudraient réserver un atelier avec toi ou un autre guide, ou vraiment en créer puis les mettre sur pied, ben on va juste tout leur expliquer ce que ça représente comme travail puis quelles sont les étapes. Fait que la première catégorie, c'est de leur dire un peu tous les types d'ateliers qu'il y avait, comme tu viens de le souligner. Puis Dieu sait qu'il y en a quand même. Là. Ouais, quand même. Ouais. Fait que quelqu'un qui voudrait en créer justement ou qui veut les suivre, à quoi on peut s'attendre d'un point de vue connaissance dans ces ateliers-là? Qu'est-ce qu'on devrait soit enseigner ou qu'est-ce qu'on va apprendre dans un atelier? Oui. Ben c'est ça, tu sais, il y a tout le volet de ce que les gens vont venir chercher. Souvent, il y a, découvrir des endroits qui sont propices à la photographie, mais il y a beaucoup au niveau des connaissances sur le terrain qu'on va pouvoir apprendre. Après ça, ça dépend de chaque guide, là, mais moi, dans mes ateliers, je mets vraiment l'accent sur comment le participant peut par la suite se débrouiller seul pour trouver des animaux aussi. Fait que, tu sais, je mets beaucoup l'emphase sur les signes de présence des animaux, que ce soit au niveau de l'alimentation, les crottins, des signes de passage, des traces et tout ça. Je mets beaucoup l'emphase là-dessus parce que je me dis, tu sais, la personne après ça, quand elle va se retrouver en forêt puis que je ne serai pas là, il faut qu'elle ait les outils pour être capable de déceler ces signes de présence-là. Ouais. Fait qu'il y a tout ce volet-là. Puis ensuite, il y a le volet, évidemment, photo, que la personne, justement, malgré qu'il y a des clients qui veulent soit avoir que des conseils photo, des conseils terrain, des fois, il y en a qui ne veulent pas avoir de conseils photo, puis c'est bien correct. Mais c'est sûr que moi, tu sais, je présente tout le volet, justement, au niveau de la photo, les réglages et tout ça, pour que la personne aussi, justement, quand l'atelier est terminé, qu'elle puisse avoir, qu'elle ait appris puis qu'elle ait un bagage de connaissances au niveau de la photo pour qu'elle puisse justement se débrouiller seule. Ouais. Fait que forcément, si c'est des choses que les clients viennent chercher, il faut être capable de les enseigner. Donc, c'est sûr que ça prend une connaissance du terrain pour le guide qui est vraiment excellente. Donc, une connaissance de l'animal, une connaissance être capable de déceler les signes de présence, être capable de déceler justement, que ce soit au niveau des traces, des signes de passage. Des fois, les chants aussi, puis des trucs comme ça. Les chants aussi, effectivement, pour les oiseaux. C'est ça, tu sais, comme moi, je suis pas tellement spécialisé, justement, avec surtout les petits oiseaux. Ouais. Mais, tu sais, d'être capable de reconnaître le chant d'une chouette ou d'un un animal quelconque. Tu sais, même les mammifères aussi vont faire des sons. Ben oui. Moi, ça m'est déjà arrivé là, de guider justement à la baie James, puis on cherchait des lynx. Puis on a entendu un lynx chanter, puis tout le monde était convaincu que c'était une chouette.
Pour vrai? Et finalement, tu sais, ben c'est vrai que quand tu y repenses, ça se ressemble quand même pas mal. Mais moi, j'étais 100% sûr que c'était un lynx, puis on a trouvé des traces après. OK. Mais c'est sûr que ça peut quand même avoir une bonne incidence, parce que si tu regardes dans l'arbre ou tu regardes au sol, fait que déjà ton regard est posé différemment. Fait que déjà de savoir, d'avoir la bonne espèce qu'on recherche, ben c'est sûr que c'est très pertinent. Donc, c'est toutes des connaissances, justement, qu'il faut qu'on ait puis qu'on maîtrise bien avant même d'avoir des clients ou de penser à avoir des clients, parce que, bon, après ça, on veut le partager aussi, là, donc ça, c'est un volet qui est très important. Puis évidemment, le volet photo, donc tout ce qui est les réglages, que ce soit même avec les équipements qu'on utilise soi-même ou les autres fabricants aussi. C'est ça que j'allais dire. Moi, c'est ça qui serait le plus dur, je pense, parce que j'ai tout le temps eu du Canon. Fait que si j'ai un étudiant qui a du Nikon ou du Sony ou du Fujifilm, puis qui me demande de modifier le mode de mise au point ou peu importe, je serais probablement capable de le faire, mais c'est sûr que je chercherais plus que dans mon Canon R5. Là. Parce que on a quand même souvent les mêmes fonctionnalités, mais c'est juste caché à des endroits différents. Mais il y a quand même des trucs qui vont varier puis qui sont propres à chaque fabricant. Donc, idéalement, c'est d'avoir déjà une connaissance au moins sommaire des autres fabricants, puis même de l'ergonomie des menus un peu et tout ça. Donc, ça, c'est quand même bien important, parce qu'après ça, justement, on peut pas juste se dire, écoute, moi, c'est Nikon, puis si tu es avec quelqu'un d'autre que Nikon, je peux pas t'aider. Ça serait plate pas mal. Hein? C'est pas terrible. Fait que c'est ça. Fait que ça, il faut bien connaître aussi les autres fabricants. Justement, au niveau des réglages et tout ça, bien maîtriser ça. Puis l'aspect aussi sur le terrain, avec la lumière, avec le soleil, savoir bien se placer. Puis dans tout ça aussi, ce qui est quand même assez difficile puis qui ne s'apprend pas nécessairement du jour au lendemain, c'est d'être capable de verbaliser ça. On a des automatismes qu'on va faire quand on arrive sur le terrain. OK, on va se placer instinctivement à cette place-là. Mais ça, c'est après plusieurs années d'expérience. Mais comment t'expliques ça à quelqu'un? Je vais me placer là, puis il faut prendre le temps de le dire, parce que la personne, après ça, évidemment, si elle veut se placer quand elle va être seule au bon endroit, il faut qu'elle sache pourquoi aussi. Donc, puis des fois, c'est ça, on y pense pas nécessairement, OK, je vais me placer là parce que j'ai l'avant-plan qui est un peu plus proche. Donc, on va le faire machinalement parce qu'on sait que ça va faire une belle photo, mais c'est de le partager avec quelqu'un qui est assez... C'est assez difficile quand même, puis c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire quand on fait de la photo puis on est seul. Non, exact. Puis, tu sais, c'est vraiment, vraiment important, j'ai l'impression, d'être capable de verbaliser nos connaissances, parce qu'on a tous eu un prof à l'université ou au cégep ou au secondaire qui était probablement un savant fou, mais qui avait beaucoup de difficultés à bien partager ses connaissances. Fait qu'on comprenait rien, finalement, même s'il avait toute l'intelligence du monde, tu sais. Fait que d'être capable d'enseigner puis d'être un peu professeur, je pense que c'est comme une grosse qualité à avoir. Au-delà des connaissances techniques qui sont vraiment importantes aussi, là. Exact. Fait que ça prend quand même pas mal de bagages. Il y en a qui l'ont naturellement, il y en a qui ne l'ont pas. Après ça, c'est quand même quelque chose qui se développe aussi. Mais après ça, en tout cas, moi, j'ai jamais poussé pour développer ça, mais je me dis tout le temps que si ça me passionne, ça se ressent, puis j'aurais pas trop de difficultés, un peu comme avec notre épisode sur les impressions. Tu y vas comme ça coule naturellement, puis tu sens que ça te passionne, tu sens que ça t'intéresse. Déjà avec ça à la base, je trouve que ça va assez bien. Après ça, ça serait difficile de vivre de ça sans que ça nous passionne aussi. Quelqu'un qui n'aime pas guider des ateliers, je pense qu'il peut pas nécessairement le faire, ou en tout cas, ça serait pas agréable pour les participants, parce que ça se sentirait de suite aussi, même à travers son apprentissage. Oui, c'est sûr et certain. Mais overall, quand tu sais de quoi tu parles, je pense que, comme tu dis, ça coule assez naturellement. Exact. Mais quand tu commences à remplir les trous avec des trucs que tu connais plus ou moins, là, c'est clair que ça peut déraper assez rapidement, j'ai l'impression. Là. Puis tu sais, même moi, ça m'arrive, parfois, même dans les ateliers, s'il y a quelque chose que je connais pas, je le dis, je veux dire, écoute, je le sais pas. Surtout quand c'est plus technique, puis tu es très pointé sur un fabricant qui a une fonction, puis je vais sur Google ou je vais... à la limite, je vais aller chercher le manuel de l'appareil quand on va avoir du réseau plus tard, puis je vais pouvoir répondre éventuellement à cette question-là. Puis moi, j'ai aucun problème à dire que je n'ai pas cette connaissance-là, mais je vais t'aider d'ici 24 heures à trouver la solution.
Fait que, tu sais, puis tu sais, ça, faut pas avoir peur aussi parce que, tu sais, on peut pas tout connaître non plus. Non. Fait que, tu sais, même en tant que guide, on a des zones où on n'est pas non plus expert. On peut pas être expert avec comme tous les fabricants aussi. Non, Puis même exact. tous les animaux aussi, c'est impossible. Il y a tellement de comportements différents avec la faune. Là. Je veux dire, que tu photographies un renard ou un orignal, c'est deux mondes complètement différents. Donc, faut pas hésiter non plus à dire qu'on n'a pas ces connaissances-là, mais qu'on peut quand même régler le problème à court terme et aller chercher des solutions. Ouais. Fait que là, on a établi qu'on peut créer différents types d'ateliers, c'est-à-dire des voyages plus locaux, des expéditions d'une demi-journée, des voyages dans d'autres provinces ou peu importe. On a complété notre bagage de connaissances. On considère qu'on connaît quand même pas mal de trucs sur à la fois les animaux, le terrain, puis les connaissances photo. Fait que là, si on est dans les étapes de créer un atelier, on serait rendu à trouver un endroit potentiel où offrir l'atelier. Puis ça, je pense que ça doit être pas si simple, parce que la province est grande déjà. Ouais. Puis c'est pas forcément tous les endroits dans lesquels on est capable de retrouver de la faune, j'imagine. Comment tu procèdes pour trouver tes spots? Exact. Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai comme deux... tu sais, il y a des coins que, mettons, je vais depuis que j'ai commencé à faire de la photo. Fait que je sais que ça va être bon, que je sais que c'est des territoires qui sont intéressants. Fait que ça, c'est un peu un no-brainer, dans le sens que, tu sais, je sais que ça va déjà être bon. Mais, tu sais, il y a tout l'aspect de, mettons, je veux faire un atelier avec... je sais pas, tel type d'animal, ben là, je vais... Parce que, tu sais, après ça, c'est d'offrir une certaine variété aussi, parce que je peux pas non plus, tu sais, offrir, oui, tout le temps le même atelier d'année après année, mais je peux pas offrir que ça. Tu sais. Il faut quand même que ça soit relativement varié aussi pour éventuellement en vivre, là, tu sais. Donc, tu sais, on peut en donner un une fois de temps en temps, c'est bien correct, mais pour en vivre, faire un revenu qui est assez complet avec ça, ben là, il faut avoir une offre de produits qui est quand même assez complet. Donc, tu sais, quand je veux vraiment trouver idéalement un spot pour guider un atelier, je vais me chercher une destination que d'abord, il y a de l'intérêt par les personnes, éventuellement les clients. Donc, est-ce que les gens veulent aller photographier des orignaux? Est-ce qu'ils veulent aller photographier un certain endroit, certains paysages ou peu importe? Fait que déjà, en ayant en tête que justement, il va y avoir une certaine demande pour ça, parce qu'après ça, je peux monter un atelier, mais si je pense qu'il n'y aura pas de demande pour ça, je peux tirer un peu dans le pied de passer autant de temps sur le terrain puis mettre autant d'investissement aussi en argent, puis finalement que ça marche pas. Là. Ouais. Fait que c'est un peu ça quand même qui va guider d'abord le choix de l'endroit. Puis donc c'est ça. Donc là, j'ai en tête que je veux aller photographier une région en particulier. Mm-hmm. Donc là, j'arrive sur place pour faire un repérage. Donc, je ne vais jamais guider un atelier dans un endroit où je suis jamais allé, puis où j'ai aucune idée de où je vais amener les gens. Bien évidemment, je vais toujours faire au minimum un repérage, puis habituellement, peu importe l'atelier, même si ça fait 15 ans que je fais un atelier dans un spot, je vais toujours aller faire du repérage avant parce que ça bouge tout le temps. C'est niaiseux, mais les animaux sont pas attachés après des cordes. Là, on n'en a pas spécifié, mais c'est des animaux qui sont sauvages. Ouais. Donc, ils sont pas dans des cages ou rien. Donc, ça peut bouger même des animaux qui bougent pas tant que ça. Je sais qu'un secteur, ça va être bon pour l'orignal, mais ils peuvent être 300 mètres à côté de où je les vois habituellement, ou 1 kilomètre. Puis si je peux aller faire du repérage, ben, je vais être avec mon groupe en train de chercher dans un secteur. Puis dans le fond, ils sont rendus à côté. Fait que pour chaque atelier, tu te fais quasiment 2 ateliers finalement. Ben, je suis tout le temps, mettons, je vais aller guider une semaine, je fais au moins une semaine de repérage avant. Quand même. Donc, tout le temps arriver seul avant, Puis tu sais, la manière que je fais mon repérage aussi, c'est vraiment pas de la même manière que je vais même prendre des photos ou guider un atelier. Quand je fais du repérage, je me note tout dans mon téléphone. Avec des pins, avec soit des notes, tous les crottins, les traces, les bosquets qui ont été mangés, la présence d'animaux, je me note tout. Puis après ça aussi, ce qui est intéressant, c'est quand tu y vas plusieurs années de suite, ben là, tu vas voir les tendances aussi. Donc, tu vas voir que... Puis je me mets souvent la date en dessous de mon observation. Fait que là, je vais voir, OK, ben à l'automne, ils sont dans ce secteur-là. Mais après ça, vers le milieu de l'automne, là, ils se déplacent. Ils s'en vont dans un autre coin.
Fait que, tu sais, en me notant vraiment toutes ces tendances-là, ben, c'est beaucoup plus facile après ça de guider. Après ça, bon, c'est pas... Ça donne des lignes directrices, il faut quand même que j'y aille pour voir, mais tu sais, ça m'aide beaucoup à apprendre sur le comportement de l'animal. Ouais. Fait que je me note vraiment tout dans mon téléphone, déjà au niveau de tout ce que je vois avec les animaux. Fait que quand j'arrive sur place, donc c'est ça que je vais regarder beaucoup. Je ne vais pas nécessairement chercher l'observation de l'animal, mais tu sais, si mettons je vois une bouse fraîche d'orignal, ben, je sais qu'il y en a à cet endroit-là. Tu sais, puis on le sait, là, des fois des rencontres animalières, c'est une question de secondes ou minutes. Là. Ouais, tout à fait. Des fois, tu peux passer à côté. Fait que tu sais, là, je sais qu'il y a un orignal à cet endroit-là. Fait que là, je vais me mettre une pin. Je marque qu'il y a présence très, très, très fort probable d'un orignal, bouse fraîche, nanana. Fait qu'en ayant... fait que je me note tout dans mon téléphone au niveau de la présence des animaux. Fait que je vais m'établir une espèce de portrait de ce que je vais pouvoir photographier, puis dans quel environnement je vais pouvoir photographier. Ouais. Je vais chercher des endroits qui sont assez photogéniques, parce que, tu sais, de faire, oui, voir des animaux dans un endroit où, je sais pas, il y a des clôtures, ou, tu sais, il y a, je sais pas, peu importe, là, des trucs qui sont pas nécessairement beaux à voir, c'est pas très intéressant aussi. Donc, il y a tout l'aspect esthétique de la photo que je vais prendre en considération quand je vais repérer, puis je vais décider de venir faire une sortie à cet endroit-là. Ça fait partie de l'expérience du client aussi, j'imagine. Là. Ben, c'est quand tu les apportes dans des beaux endroits naturels, c'est tellement plus enchanteur que des spots qui sont un peu plus laids, disons. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, je garde tout le temps en tête la photo que le client va pouvoir faire après. Ouais. Est-ce qu'il va être content de sa photo? Il va falloir qu'il passe 2 heures à retirer une clôture en arrière de sa photo. C'est pas très intéressant. Ouais. Fait qu'il y a tout cet aspect-là, justement, du biotope dans lequel l'animal évolue. Puis il y a l'aspect de la lumière aussi. Donc, tu sais, des endroits où, mettons, je vais avoir, mettons, avec des montagnes, puis je vais avoir, mettons, je vais être dans l'ombre pendant une bonne partie de la journée, bien, je me dis, OK, ben si, mettons, on veut faire des photos avec une lumière douce, c'est bon à cet endroit-là. Au contraire, si je cherche un endroit où je vais pouvoir photographier avec le soleil directement dans mon image, bien, je vais avoir d'autres endroits où je vais avoir ce type de lumière-là. Donc, je vais me prendre beaucoup de notes aussi en termes de lumière, de position du soleil. J'utilise une application pour savoir exactement où le soleil va être où, à quelle heure. Puis évidemment, ben, tu sais, je fais mon repérage j'ai oublié de le mentionner, mais je le fais dans la période de temps où je compte faire mon atelier. Ouais. Parce qu'après ça, tu sais, tu as beaucoup d'endroits aussi, un peu plus au nord, où la position du soleil, même à 1 mois d'intervalle, elle est complètement différente. Fait que, tu sais, j'essaie quand même d'avoir des lumières qui vont être assez semblables à ce que je vais pouvoir photographier avec les clients. Ouais. Fait qu'il y a tout cet aspect-là, donc au niveau de l'environnement, de la présence des animaux, puis beaucoup l'aspect de lumière. C'est beaucoup ce que je vais regarder lorsque je fais mon repérage. Quand tu trouves des spots comme ceux-là qui correspondent à tes critères de beauté extrême, est-ce que tu peux littéralement choisir n'importe quel endroit ou j'imagine que tu te gardes quand même une liberté pour le volet? Je reformule. J'imagine que les spots que tu choisis, il faut que tu aies un accès qui est relativement facile parce que c'est pas tout le monde qui a la même condition physique, c'est pas tout le monde qui vont avoir le même type de véhicule quand tu fais du covoiturage ou... Ouais. Puis là, tu as parlé du nord rapidement, mais c'est pas tout le monde non plus qui va aller dans le nord du pays, par exemple. Fait que quand tu choisis ton endroit, j'imagine qu'il faut qu'on ait un accès quand même simple. Ouais. Exact. C'est sûr que, tu sais, moi, quand je vais faire mon repérage, tu sais, je peux marcher 30 km dans ma journée parce que je vais vraiment ratisser tout le secteur et tout. Ouais. Habituellement, quand même, tu sais, avec les clients, mettons, je vais trouver un orignal avec une femelle, un mâle puis une femelle. On va souvent passer, mettons, la matinée avec eux autres. Tandis que quand je fais du repérage, je vais passer 5-10 minutes avec eux autres, puis après ça, je m'en vais voir l'autre prairie plus loin, puis je vais vraiment continuer à explorer. Fait que c'est sûr que quand je fais du repérage, du millage, j'en fais pas mal plus que quand je suis en atelier. Mais effectivement, tu sais, je vais tout me noter, mettons, je sais pas, faut que je monte une montagne, ça me prend combien de kilomètres monter, c'est quoi le temps que ça me prend, c'est quoi le dénivelé que j'ai fait au total. Fait que, tu sais, j'enregistre tous mes parcours avec ma montre. Fait comme ça, tu sais, après ça, déjà, je peux avertir mon client ou mes clients, OK, on a tant de dénivelé à faire, est-ce que vous êtes en fonction, est-ce que vous êtes capable de le faire? Ou, mettons, leur dire, ben écoute, aujourd'hui, on va faire 250 mètres de dénivelé, partez plus léger, amenez un zoom 100-400 ou quelque chose de plus léger dans votre sac parce qu'on va monter un peu plus. Ouais, ça c'est cool. Fait que je me prends encore là beaucoup de notes par rapport à ça.
Comme ça, ben, quand je monte mon programme par la suite, ben, j'ai toutes ces informations-là. Donc, c'est à prendre en considération parce que justement, comme tu disais, c'est pas tout le monde qui est habitué d'aller en montagne, c'est pas tout le monde qui est habitué de faire de la randonnée puis de faire 20 km dans une journée. Puis il faut pas oublier que justement, quand on fait des voyages photo, c'est ça à tous les jours. Fait que c'est quelque chose de faire 20 km une journée, mais c'est quelque chose de faire 20 km 5 jours de suite. Fait que il y a tout cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en considération. Là. Ouais. Après un voyage photo au complet, des fois, ça commence à rentrer dans le corps pas mal. Ouais, puis tu sais, même pour toi qui guide régulièrement ou moi qui est dehors tout le temps, pour n'importe qui, là, 20 km tous les jours, 5 jours en fil, tôt ou tard, t'es fatigué. Là. Ah ouais, non, c'est ça. Tu traînes ton stock, tu montes des montagnes, ça devient lourd, là, c'est sûr et certain. Exact. Fait que pour quelqu'un qui est en plus, disons, là, le client typique qui se paye un voyage par année, puis dans ce voyage-là, au lieu de se reposer, il se brûle bien raide à essayer de faire des photos. C'est peut-être pas si le fun que ça non plus. Non, c'est ça. Puis tu sais, on va en parler un petit peu un petit peu plus loin, mais tu sais, quand je monte mon atelier, je prends ça en considération aussi. Oui. Le fait que, mettons, si une journée, on va faire on va faire du dénivelé, pas mal de marches. Le lendemain, on va prendre ça plus mollo. On va aller faire de la photo sur des points d'eau qui sont un peu plus statiques pour que le lendemain, on puisse refaire un peu plus d'efforts physiques. Ouais. Parce que c'est ça. Si on fait ça à tous les jours, puis même pour moi, ça devient quand même difficile aussi. Là, fait que, ouais, puis toi, tu as peut-être un autre atelier à guider après aussi. Là, fait qu'à un moment donné... Ouais, puis tu sais, il y a tout le repérage que j'ai fait avant aussi qui me rentre dans le corps vrai. aussi. Fait que, ouais. Forcément, ça prend des pauses. Ça prend, c'est l'aspect... Ben, là, en tout cas, je devance un peu le sujet, mais je trouve des fois c'est difficile parce que là, tu es dans un endroit qui est super beau, mais ça prend des moments plus mollo, ça prend des moments plus relax. Mais tu te dis, crème, je suis à l'autre bout du monde, je vais aller faire de la photo. Puis comme je disais, moi, je guide comme j'aimerais être guidé. Puis moi, j'aimerais que mon guide, il donne tout ce qu'il y a pour être capable de faire les photos. Mais à un moment donné, ça prend des pauses parce que tu feras pas 10 jours à faire ça tout le long. Là. Fait que... Y a-tu déjà un spot que t'as... Non, y a-tu déjà un spot que t'as établi que t'aurais vraiment, vraiment aimé faire un atelier, mais d'un point de vue logistique, c'était impensable? Y a-tu un endroit où t'as mis une pin sur une carte, tu t'es dit, hey, ici, ça serait malade d'apporter du monde, mais c'est impensable pour X raisons? Ben, physiquement, je pense que ça se met... Tu sais, il y a du monde qui vont aller chercher des ateliers qui leur conviennent. Fait que, tu sais, c'est juste bien important que quand tu montes ton programme, ça soit clairement établi que tu vas faire 300 mètres de dénivelé à tous les jours. Mm-hmm. Fait qu'après ça, tu sais, quand le client il s'engage là-dedans, il s'attend à faire ça à tous les jours. La seule chose que je me rappelle m'a dit, j'aimerais ça faire un atelier puis je le ferai pas, c'est au niveau de certaines espèces sensibles. Que je me suis dit, tu sais, j'aimerais vraiment ça. Puis il y a même des gens qui m'ont demandé d'aller voir certaines espèces qui sont menacées. Puis j'ai refusé d'y aller parce que je me disais, déjà, moi, je suis relativement mal à l'aise d'y aller. Puis je compte pas y retourner juste moi seul. Puis je veux pas que ça sache que cette espèce-là est là. Je veux pas déranger cette espèce-là. Fait que ça, c'est déjà arrivé. Mais niveau physique, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour tout type de terrain. Puis il y a des gens qui sont super en forme, qui vont chercher des ateliers qui vont requérir une certaine forme physique. Puis que ça va faire. Là. Mais au-delà de la condition physique, tu sais, je pense, exemple, à la Baie James, là, les voyages que j'ai faits m'ont été vraiment simplifiés parce que je me promène avec ma vanne, fait que je peux dormir n'importe où. Mais pour l'hébergement, pour manger, pour... Il y en a que niveau logistique, ça se peut juste pas. Là. Non, il faut y aller d'une manière un peu plus... tu sais, ça marche autonome quand tu dors dans ta voiture, dans ton van ou peu importe, mais tu dormiras pas avec tes élèves dans ton Highlander, non, là, fait que tu sais... J'ai pas cette proximité-là. Même moi pis toi, je pense que je le ferais pas. Exact. Ouais, mais ça, c'est ça. Il y a quelques endroits comme ça quand même que même niveau logistique, ça se fait pas vraiment. Ouais. Mais il y a quand même peu d'endroits. Tu sais, ça reste quand même qu'il y a tout le temps une manière de contourner. Puis, ouais, je comprends. Mais c'est ça. D'aller faire du camping d'hiver, c'est sûr que c'est très restreint en termes de personnes qui sont prêtes à faire ça. Même moi-même aussi, ça serait assez compliqué. Puis après avoir choisi ton endroit, qui encore une fois correspond à tous les critères que tu recherchais, tu as établi que, OK, un atelier à cet endroit-là, c'est possible. Tu es rendu à quelle étape? Monter ton atelier, faire un... C'est quoi la prochaine étape?
Exact. Ben, dans le fond, je vais prendre toutes les informations que j'ai accumulées, que ce soit la présence des animaux, que ce soit la couleur du feuillage, que ce soit justement l'aspect de la lumière et tout ça. Puis je vais monter un ébauche pour commencer d'atelier. OK. Donc là, je vais me faire un programme, dans le fond, un itinéraire, en fait, de mon atelier avec justement les endroits où je veux aller, qu'est-ce que je pense, à quel moment je pense que ça serait le mieux. Est-ce que quand je suis allé faire mon repérage, mettons les couleurs d'automne étaient à leur pic ou il faudrait que j'attende 1 ou 2 semaines plus tard. Fait qu'il y a toute cette portion-là que je vais faire en termes de date. Donc, puis ensuite, je vais faire mon itinéraire en fonction de ça aussi. Mm-hmm. Fait que là, je vais faire de quoi qui va se tenir en essayant, puis ça, c'est pas toujours évident, de passer le moins de temps sur la route entre les destinations. Donc, mettons, tu sais, si, mettons, dans mon atelier global, il y a un endroit que je vais aller voir qui est à, mettons, 3 heures de route d'un bar, d'un point de base, puis j'ai un autre endroit qui est à 3 heures de route, mais complètement en sens opposé. Puis je vais essayer de faire un arrêt, mettons, entre les deux pour couper, tu sais, pas faire comme un 8 heures de route dans une seule journée, mettons, puis perdre une journée sur la route complètement. Fait que j'essaie de passer vraiment le plus de temps possible sur le terrain. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais prendre en considération lorsque je monte mon itinéraire. Puis aussi, idéalement, c'est pas toujours évident, mais de passer le plus de nuits consécutives dans un même hébergement pour pas être tout le temps en train de refaire des bagages aussi. Tu sais, toujours un peu désagréable. Si, mettons, tu fais une nuit à un endroit, une nuit à un endroit, une nuit à un endroit, puis là, tu refais tes bagages à chaque fois, puis tu es tout le temps en train d'être dans tes valises, justement. Fait que ça, c'est un peu désagréable. Fait que j'essaie de le faire le moins possible. Mais après ça, c'est que j'essaie des fois de couvrir beaucoup de territoires, ou en tout cas d'avoir une certaine variété de paysages puis d'animaux. Puis ça, c'est pas toujours possible de le faire en restant à un seul endroit. Fait que des fois, ça dépend tout le temps aussi, mais tu sais, je peux avoir des ateliers qui sont vraiment axés, mettons, sur l'orignal. Bien là, à ce moment-là, je vais me planter à un seul endroit. On va rester 7 jours au même endroit, puis on va graviter autour de cet endroit-là. Fait que ça, c'est quand même... Fait que tu sais, je vais évaluer le type d'itinéraire puis le type de programme qui est le plus adéquat par rapport à ce que je veux faire. Mais mettons, quand je veux vraiment visiter une région, faire les paysages, faire la faune et tout ça, bien c'est sûr qu'habituellement, on va se déplacer. Donc, je vais essayer de fixer mon itinéraire. Puis ce que je fais aussi par rapport à l'horaire de la journée, c'est que quand je suis allé faire mon repérage, pour un spot donné, je vais avoir déterminé est-ce que c'est mieux d'aller ici le matin ou le soir. Puis je vais me faire une espèce de banque, en fait, pour un spot en fait, une banque de spots pour l'après-midi, puis une banque de spots pour le matin. Parce qu'après ça, quand j'arrive sur place, on est vraiment dépendant de la météo aussi. Donc, si on a une météo qui est, mettons, pluvieuse, ça se peut que le spot que j'avais vraiment prévu d'aller au lever de soleil pour avoir le soleil sur l'horizon, bien, je vais me le garder pour une journée qui va faire soleil. Ouais. Fait que ma journée qui va pleuvoir, mais je vais avoir d'autres endroits aussi. Fait que, tu sais, je me fais des spots pour l'avant-midi, des spots pour l'après-midi, des spots que, mettons, ils vont être plus propices justement quand la météo est moins bonne, quand la lumière est plus douce. Fait que comme ça, quand j'arrive sur place, puis je regarde la météo, puis tu sais, le programme final, souvent, je vais vraiment le finir comme 1 ou 2 journées à l'avance parce que ça bouge beaucoup. Puis, tu sais, du moment que tu vas dans des territoires qui sont assez maritimes, Terre-Neuve, même la Gaspésie, l'Alaska ou peu importe, la météo change tellement rapidement que, tu sais, même 2 jours à l'avance, des fois, c'est trop, puis ça bouge dans un délai très, très court. Donc, à ce moment-là, bien, je vais vraiment décider. Puis, tu sais, de toute manière, le groupe est là pour ça. Ben, qu'on le sache 2 jours à l'avance, on couche tous dans la même place ou dans le même secteur, ça ne change pas grand-chose pour personne. Fait que vraiment surtout si ça optimise le voyage en plus. Là. Exact. Fait que, vraiment, selon la météo, je vais déterminer après ça si ça serait où le meilleur coin qu'on va aller ce matin puis cet après-midi. Ouais. Des fois, ça peut arriver que le soleil se mette à sortir puis on a un ciel complètement dégagé. Puis là, ben, même la journée même, je vais déplacer le point où on va faire de la photo en après-midi. Puis ça va dépendre beaucoup aussi de ce qu'on observe sur place. Parce qu'après ça, même en dedans de 2-3 jours, quand j'ai fait mon repérage avant, ça se peut que des orignaux se soient déplacés dans un autre secteur. Donc si le matin, on repère un grand mâle, mais il est à 1 km de là, on le voit aux jumelles, bien, ça se peut que l'après-midi, au lieu d'aller faire ce que j'avais prévu, bien, on va aller
marcher puis essayer d'aller à la rencontre de ce grand mâle-là. Ouais. Fait que tu sais, c'est très... ça bouge beaucoup, c'est très organique. Puis tu sais, selon ce que je vois, selon la météo et tout ça, ben je m'adapte à tout ça. Puis habituellement, je dirais en fait, pas mal tout le temps, c'est ce que j'ai trouvé qui marchait le mieux aussi. Tu sais, au lieu de faire « non, c'est sur le programme, c'est ça. » Ouais, exact. Too bad, on s'en va. Ben non. Là, non. Fait que c'est pour ça que même, tu sais, je recommande souvent, habituellement, tu sais, dans notre sac, d'avoir assez de collations puis de bars pour être capable de t'offrir même pour la journée. Parce que des fois, tu arrives puis tu es sur une situation qui est complètement exceptionnelle. Puis là, tu fais pas comment. Mais là, il est rendu 11h, on s'en va dîner. C'est le temps du sandwich. Non, c'est ça. On s'en va dîner, on retourne à l'auto, on va au restaurant. Fait que, tu sais, je veux pas trop que ça arrive non plus, là. Fait que tu sais, je m'adapte vraiment à... Puis, tu sais, c'est un peu le propre de la photo nature aussi, là. Tu sais, on sait jamais qu'est-ce qu'on va voir, on sait jamais dans quelles conditions, puis on n'a pas le choix de s'adapter, sinon on va passer vraiment à côté de beaucoup de belles situations de photos, là. Fait que... Moi, j'ai tout le temps de la misère quand je fais des voyages photos, pas forcément des ateliers, mais juste d'autres destinations qui ont un relativement grand territoire. C'est de... Est-ce que durant mon voyage, je fais le plus de spots possible pour voir le plus de choses possible, ou je me concentre à un endroit qui a une belle diversité, puis j'essaie de passer le plus de temps possible dans ce spot-là et donc d'augmenter mes chances de voir des animaux puis d'avoir des vraiment bonnes photos. Puis encore à ce jour, quand je fais un voyage, j'ai de la misère à choisir beaucoup de destinations ou une seule sur laquelle je me concentre vraiment. Puis je pense que les deux ont des avantages, mais ça doit être tough quand tu choisis un atelier, surtout quand tu as des gens qui arrivent peut-être de l'international puis qui viennent au Canada ou au Québec puis qui réalisent que crime, ben, d'un spot à un autre, il peut avoir 600 km ou 300 km parce que la province est immense. Fait que d'établir un itinéraire puis un horaire en fonction de ce que les gens ont envie de voir puis de ce que vous allez pouvoir voir sur le terrain d'un point de vue faunique, ça doit être un pas pire défi, là. Ben, tu sais, quand tu montes ton atelier, c'est ça, c'est justement, il faut que tu fasses ce choix-là un peu à l'avance. Tu te dis... OK, ben là, on va faire vraiment beaucoup de spots pour voir le plus de territoire. Parce que, tu sais, tu pourrais faire, mettons, la Gaspésie, puis faire le tour de la Gaspésie pour visiter la Gaspésie. Ou tu peux aller en Gaspésie pour photographier des orignaux, puis tu restes au même endroit. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'ai fait les deux. Puis, tu sais, les deux, ça va chercher différents types de clientèle. Puis après ça, mais, tu sais, quand c'est bien établi, puis c'est dit d'avance, ben au moins, les gens savent un peu à quoi s'en tenir, mais si c'est axé faune, c'est axé paysage ou les deux, ben maintenant, c'est ça. Il faut faire un choix à l'avance, puis après ça, ben, les gens s'inscrivent en fonction. Puis tu sais, ça arrive des fois de faire un programme, puis tu te rends compte que finalement, ben, les gens auraient mieux faire plus d'animaux, plus de paysages. Fait qu'après ça, ben, tu peux t'ajuster sur les années qui suivent. Puis moi, je vois ça sur le long terme aussi. Puis tu sais, moi, j'apprends tout le temps, même si ça fait... Depuis la première année de photo que je vais en Gaspésie, ça veut pas dire que je sais qu'est-ce que la personne veut voir aussi. Pour moi, le rocher percé, c'est un incontournable, mais c'est quand même, ça reste quelque chose que j'ai vu souvent dans ma vie, ou les fous de bassin. Ben, ça se peut que la personne qui vient d'Europe, elle, c'est son attrait principal. Ben oui. Fait que... faut comme se mettre un peu dans leur peau, puis essayer d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est jamais venu en Gaspésie, puis ça doit être un autre point de vue complètement d'une autre parce qu'on est allé régulièrement, puis je comprends là, que pour nous, peut-être que le rocher percé, ça n'a plus le même impact que ça a eu la première fois qu'on l'a vu, mais pour quelqu'un qui arrive de l'étranger, c'est phénoménal. Comment, tu m'as ouvert la porte un peu, mais comment tu les trouves, ces clients-là? Parce que moi, j'ai bien beau monter un atelier dans un matin et ça se peut qu'il y ait personne qui s'inscrive, là. Oui, ben tu sais, c'est beaucoup... Tu sais, présentement, je te dirais qu'il y a facilement la moitié de mes clients que c'est des clients qui reviennent. Quand même. Fait que tu sais, c'est des clients qui ont déjà fait un voyage ou un atelier, puis donc qui reviennent. Puis il y en a beaucoup qui vont d'abord justement choisir, mettons, un atelier d'une demi-journée, voir un peu comment ça se passe, voir si ça connecte ensemble aussi, s'il y a ma manière de procéder, avant d'aller vers un atelier qui dure 10 jours, qui dure 7 jours. Fait que ça arrive quand même fréquemment là, que il y a un atelier qui rouvre la porte à d'autres choses aussi. Puis moi je comprends ça vraiment beaucoup, puis je pense que je ferais la même chose parce que si tu t'engages à venir passer 7 jours en nature avec moi puis on s'entend pas bien, ça va être long. Ça va être long un peu, là, effectivement. Là. Fait que c'est pour ça que c'est correct de passer par ça. Fait qu'il y a tout le volet justement de son réseau de contacts. Donc, que ce soit les infolettes aussi,
le bouche à oreille même entre les clients, ou juste d'écrire des courriels à ta bonne clientèle, tu sais, hey, j'ai monté un atelier pour telle place, si ça t'intéresse, nan. Fait qu'il y a ça, puis il y a tout le volet des réseaux sociaux, évidemment. Incontournable. Qui est la porte d'entrée de beaucoup de clients aussi. Le site web aussi, évidemment, il faut que ça soit clair. Mais tu sais, les réseaux sociaux, c'est une très, très grande portion des clients qui te trouvent par là, qui vont voir des photos que tu as fait dans ton repérage ou des photos que tu as fait dans ta vie de tous les jours, puis qui veulent faire la même chose ou qui aimeraient ça, faire ces rencontres-là. Fait que ça, c'est sûr que ça marche beaucoup. Puis, tu sais, dans le fond, tout ce qui est justement infolette, tes courriels que tu envoies à tes clients, les médias sociaux, il faut toujours que ça réfère à ton site web où tu vas présenter ton programme. Donc, évidemment, ton site web aussi, ça prend quelque chose qui est bien détaillé, qui est bien expliqué, qui est clair, qui donne envie d'aller avec toi sur le terrain. Fait que, tu sais, t'as beau avoir, mettons, oui, les gens voient des belles photos sur Facebook, mais après ça, s'ils vont sur ton site web et ils sont pas capables de trouver l'information ou ça n'a pas l'air intéressant, t'es pas plus avancé. Ou c'est tes photos d'il y a 20 ans qui n'ont rien à voir avec tes photos actuelles. Exactement, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, il faut que ça donne le goût, il faut que tu montres des espèces qui vont pouvoir prendre, ou des photos qui vont pouvoir prendre eux autres mêmes. Ouais. Donc, il y a tout ce volet-là au niveau de la publicisation, publicité, en tout cas, de ton atelier. Là. Ouais, puis j'imagine qu'il faut que ça reste réaliste aussi, parce que si dans ton descriptif d'atelier, tu mets des photos, j'exagère, là, mais photo d'un orignal pris en Alaska qui est 4 fois plus gros qu'un orignal qu'on verra au Québec, exact. Mais que tu le mets dans ton atelier pour le Parc national du Bic, bien clairement, les attentes, ils ne seront pas... Exact. Moi, j'ai toujours eu un malaise. Moi, à chaque fois que j'ai annoncé des ateliers, chaque photo qui est sur mon site web ou qui présente mon atelier, c'est toujours des photos qui ont été prises dans cette région-là. Ben oui. C'est que, tu sais, je trouverais ça, peut-être pas malhonnête, là, mais tu sais, je trouvais ça trompeur de mettre une photo d'un orignal, justement, comme tu dis, d'Alaska, pour annoncer un atelier en Gaspésie. Puis à l'inverse aussi, tu sais, si je jamais allais en Alaska, puis je mets des photos d'un orignal en Gaspésie, un ours dans la région de Québec, pour montrer les espèces qu'on peut photographier là-bas, sans être jamais allé, je trouve que c'est peut-être pas mentir, mais c'est tromper. Tu sais. Fait que en tout cas, personnellement, je serais mal à l'aise de faire ça. Fait que, tu sais, j'ai toujours fait mes promotions en fonction de ce que j'avais déjà vu sur place, à cet endroit-là, ou en tout cas dans cette région-là, pour que le client sache un peu, justement, qu'est-ce qui serait possible pour lui de prendre en photo. Oui, puis t'en as pas parlé, mais j'ajouterais quand même que tes vidéos YouTube que tu fais, moi, personnellement, ça me donnerait quand même le goût de m'inscrire à un atelier avec toi où je prends l'exemple d'autres photographes qui font des vidéos YouTube aussi, puis quand on catch ou quand on voit le vibe puis le tempérament de la personne qui va guider notre atelier dans une vidéo, après, ça limite les surprises qu'on peut avoir, je pense, au niveau relationnel. Fait que, si je te regarde pendant 12 minutes dans une vidéo à un endroit X auquel je pourrais m'inscrire pour un atelier, puis que je trouve que tu as l'air le fun, sympathique, tranquille, moi, ça me donne le goût de m'inscrire quand même. Là. Ou à l'inverse, tu sais, pendant 10 minutes, je gosse la personne qui regarde. Puis, mais c'est vrai pareil, c'est sûr que ces vidéos-là, effectivement, ça donne vraiment une bonne vibe en fait, ça donne vraiment la vibe de la personne. C'est peut-être un peu plus facile, justement, de savoir à qui on s'attend, à qui on a affaire, autre que dans une photo. Tu sais, des fois, c'est un peu plus impersonnel. Là. Ben oui, clairement. Ça parle pas, tu sais. Quand on t'écoute, autant dans le podcast que les vidéos YouTube, puis ça, c'est valable pour les gens qui voudraient créer des ateliers aussi, de voir à un certain point une vidéo de présentation ou de quoi de verbal puis de visuel qui parle un peu de l'être humain qui va guider l'atelier, je pense que c'est quand même très vendeur. Ou à l'inverse, comme tu le soulignes, on réalise que finalement, pas sûr qu'on s'entendrait bien avec la personne. Fait qu'on choisit quelqu'un d'autre simplement. Exact. C'est quand même un bel outil. Là. Ouais, puis tu sais, je fais un peu de pouce là-dessus, mais tu sais, on n'est pas obligé de s'en tenir à tout ce qui est sur le web. Là. Un coup de téléphone aussi là, pour appeler la personne avec qui tu veux t'inscrire en atelier. Puis voir justement si ça a l'air intéressant et tout ça. Puis, moi, ça me fait toujours plaisir de parler au monde. Puis d'avoir ce premier contact-là aussi. Puis ça aussi, tu vas le voir si ça te plaît ou non.
Fait que, tu sais, c'est ça. Ça peut valoir la peine de juste faire un petit appel aussi. Là. Quand même une pratique qui se perd tranquillement Ouais, avec c'est les ça, années. exact. C'est rare, moi, que je me fais appeler, honnêtement, pour X Ouais, c'est raison. ça. C'est tout le temps des courriels ou des messages sur Facebook Exactement. ou Instagram, mais c'est vrai que Sentir parler de un vive peu voix. l'humain, ouais. Ben Exact, oui. ça peut valoir la peine. Fait que quand moi, je m'inscris à un de tes ateliers ou un atelier X, à partir du moment où j'arrive, là, tu m'accueilles à l'aéroport ou dans un parc quelconque, comment ça se passe de mon arrivée jusqu'à mon départ, comme tout l'atelier, la logistique, qu'est-ce qu'il faut toujours garder en tête, là, les détails. Exact. Ben, tu sais, dans le fond, moi, quand je fais mon repérage, je vais tout avoir prévu en termes, justement, d'accessibilité, mais d'un point de vue, justement, logistique, donc au niveau de l'hébergement, au niveau, tu sais, je vais avoir choisi des endroits aussi où tu n'as pas à chaque matin à faire 2 heures de route pour te rendre sur place à un endroit. Donc, déjà, ça va être relativement proche d'un point que j'appelle souvent le camp de base. Là. Donc, fait que, tu sais, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que, dans le fond, habituellement, c'est qu'on peut covoiturer, ou les gens, des fois, aiment ça, avoir leur propre voiture, parce que, mettons, tu sais, durant la journée, des fois, ça dépend de la longueur de la journée, mais des fois, tu sais, si, mettons, on est proche du solstice d'été, on va photographier beaucoup au lever de soleil pour coucher de soleil, puis le milieu de journée, des fois, on a comme 5, 6, 8 heures de libre, où on fait pas vraiment de photos, où la température est pas bonne pour les animaux, la lumière est pas intéressante, fait que il n'y a pas d'intérêt à faire de la photo dans ce temps-là. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui préfèrent avoir leur propre voiture, qui vont louer une voiture ou qui vont avoir leur voiture à eux pour se déplacer, aller visiter des aller villes au restaurant ou peu importe. En profiter un peu plus. Je recommande de se reposer, mais parce que des fois, les nuits sont courtes. Ouais. Mais bref, fait que, tu sais, dans le fond, on peut soit covoiturer ou avoir leur propre voiture. Au niveau de, dans le fond, quand je monte mon itinéraire, il va y avoir des détails au niveau de l'hébergement. Je peux passer les réservations, mais dans le fond, c'est pas inclus dans habituellement dans mes tarifs. Fait que dans le fond, après ça, on couche souvent dans le même secteur ou au même endroit. Puis, fait que donc ça simplifie beaucoup la logistique. Les gens peuvent covoiturer ensemble, peuvent co-chambrer aussi. Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, d'aller à l'autre bout du monde, faire un voyage photo, il y a quand même certains coûts aussi qui sont au niveau du voyage, mais au niveau sur place. Fait que, tu sais, si tu peux te sauver la moitié de ton hébergement parce que tu co-chambres avec un autre participant, ça peut quand même être intéressant. Mm-hmm. Fait que il y a tout ce niveau logistique-là qui est quand même assez... qui est pris en charge. Là. Donc, la personne, quand elle s'inscrit et elle arrive, elle a toutes ces informations-là à l'avance. Fait qu'elle peut déjà se préparer à ça. Fait que dans le fond, une fois que là, qu'on s'est regroupé, tout le monde est arrivé sur place, souvent on arrive une journée ou mois à l'avance. Moi, comme j'ai dit, je fais souvent du repérage, donc je suis déjà sur place. Mais fait que là, on s'est regroupé. Puis là, ben, on va partir justement à l'atelier. Donc, je vais avoir fait un itinéraire, souvent, comme je disais, 2 jours à l'avance. Je sais exactement où est-ce qu'on va aller, selon le moment de la journée, tout ça. Puis, tu sais, moi, mes ateliers sont souvent, justement, on a une portion le matin, une portion le soir, puis une pause dans le centre. Selon, ben, l'hiver, mettons, on photographie toute la journée parce que les nuits sont très longues. Le milieu de journée est pas assez long pour prendre une pause. Puis, de toute manière, souvent, la lumière est intéressante aussi, même en milieu de journée. Donc, on en profite. Mais habituellement, c'est ça. On a une sortie le matin qui va durer 5-6 heures, une sortie le soir qui dure 5-6 heures. Donc, on fait quand même toujours un 10-12 heures facile de photos par jour. Fait que quand même. Déjà, c'est assez bien garni. Après ça, bon, ça dépend justement combien de rando on a à faire pour se rendre à un spot et tout ça. Mais habituellement, ça se situe pas mal à ça. Puis après ça, ben c'est ça, on part. Moi, je partage mes connaissances au niveau du terrain avant qu'on rencontre les endroits, les animaux ou peu importe, où les paysages. Je vais parler de signes de présence et tout ça. Donc, je vais partager ça souvent quand on se promène. Mm-hmm. Puis après ça, ben, évidemment, quand on tombe sur un animal, ben là, il va y avoir plus l'aspect photo. Ceci dit, tu sais, mettons, je parle beaucoup des réglages quand je suis en randonnée aussi. Donc, tu sais, les personnes ont tout ce bagage-là. Puis après ça, c'est ça. Tu sais, souvent, ça coule. Une fois que c'est parti, après ça, on voit pas le temps passer. Puis c'est parti pour un 2 jours, un 5 jours, un 10 jours. Puis on suit le flow. Puis, ça coule seul. Voilà. C'est un cool.
Habituellement, c'est ça. On est tous là pour les mêmes raisons. On est là pour faire de la photo, avoir du plaisir, puis habituellement, il n'y a pas grand-chose à gérer de plus que ça. Là. Ouais, j'imagine, mais tu dis que tout le monde est là pour les mêmes raisons, mais malgré tout, mes motifs à moi peuvent être différents des motifs d'un autre étudiant. Tu sais, ça doit être dur là, d'avoir un groupe, mettons que tu as 5 étudiants, et c'est pas tout le monde qui va être pareil, c'est pas vrai, là? Non, ben c'est sûr que, c'est ça qui est beau de la photo, entre autres, c'est qu'on a toute notre vision un peu aussi de la chose, on a tous nos cadrages qu'on veut faire, on a tout, surtout quand tu voyages pour aller faire, mettons, tu t'en vas faire les ours polaires, tu t'imagines la shot, Ouais. Fait que des fois, tu as ça en tête, mais l'autre à côté, il y a peut-être plus la shot de l'animal dans son environnement et tout ça. Fait que c'est sûr que il faut faire attention. Quand tu es en groupe, justement, c'est pas un atelier privé. Donc, tu peux pas te mettre dans le cadre d'une autre photo, d'un autre photographe. Tu peux pas, marcher en avant. Tu peux pas commencer à faire du bruit. Fait que, il y a tout ce volet-là. Puis c'est sûr que quand c'est dit clairement avant de commencer, c'est sûr que c'est un peu plus facile. Les gens savent un peu à quoi s'en tenir. Mais c'est sûr que quand tu arrives sur place, des fois, la première fois que tu vois un orignal, ça se peut que tu oublies un peu ce que tu as lu dans le document avant. Ouais. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a c'est un peu des trucs à gérer aussi. Là. Des fois, il peut y avoir certains conflits entre certaines personnes. Ça peut arriver. Ça arrive pas souvent, là, je dirais, là, mais ça peut arriver. Ça devient ta responsabilité ou la responsabilité du guide de gérer tout ça en plus. Exact. Fait que faut quand même gérer ça, malheureusement. Mais tu sais, ça arrive quand même pas souvent. Là. J'ai pas besoin d'aller me chercher une formation en gestion de personnel ou en gestion humaine. Là. Gestion de crise. Ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais, ça arrive quand même pas assez souvent là, pour que ça devienne un enjeu, mais c'est quand même à prendre en considération, effectivement. Des fois, tu vas avoir des gens qui vont se connaître. Des fois, ça peut être intéressant, mais des fois, tu en as qui se connaissent pas, ou tu en as un groupe qui se connaît, l'autre qui se connaît. Il y a plein de dynamiques différentes, mais habituellement, les gens sont là pour avoir du plaisir. Puis, tout le monde catch que si on agit tous dans la même direction, tout le monde va avoir du plaisir. Oui, puis à un certain point, s'il y a vraiment deux êtres humains qui s'entendent plus ou moins, j'imagine que généralement, c'est des adultes là, qui participent aux ateliers ou qui vont s'inscrire. Fait que c'est pas des enfants, là. Fait il y a moyen de régler le conflit ou de... Si jamais ils s'entendent vraiment pas, ben crime, il y a moyen de terminer l'atelier pareil, là. Ben non, exact. Tout le monde est là pour prendre des photos, on jase pas tant que ça. Ah oui, puis on n'est pas là de 2 mois non plus, là. On est là pendant 7 ou 10 jours, tu mets de côté un peu tes conflits, ton ego, puis exact. Tout le monde va avoir du plaisir à la fin. Tu te concentres sur la nature. Voilà, exact. Pour les raisons pour lesquelles on est là. Ouais, exact. Puis après... je comprends à son moment comment ça se déroule, mettons une journée dans un atelier, tous les préparatifs qui viennent avant aussi de trouver les endroits et autres. Après l'atelier, as-tu quelque chose à faire malgré tout, des suivis ou c'est comme va-t'en chez vous, merci bonsoir? Tu sais, dans le fond, moi j'aime bien parce que ça dépend de la longueur de l'atelier. Parce que, mettons, dans un atelier qui va durer plusieurs jours, habituellement, tout ce que je fais avec un... Parce que, je vais recommencer ça. Mettons un atelier d'une demi-journée. Ouais. Habituellement, je vais faire soit une vidéo, une petite rencontre sur Zoom qui va parler de le post-traitement, qui va parler d'une petite critique photo avec les participants qui peuvent envoyer quelques photos. Donc, il y a tout un petit suivi aussi qui se fait à la suite de l'atelier. Quand c'est plusieurs jours, habituellement, je le fais à l'intérieur de l'atelier. Fait que, mettons, il y a une journée qui pleut à Sio, bien là, on va se faire un après-midi, on va faire 4 heures, on va aller dans Lightroom, on va aller dans Photomécanique, on va aller dans Photoshop, on va faire de la retouche, on va faire tout le travail de fichier. Après ça, les gens vont me présenter quelques photos, je vais donner mon avis là-dessus. Fait que ça, on va souvent faire ça dans l'atelier ou trouver un moment. C'est sûr que si, mettons, on fait 10 jours, puis il fait 10 jours beau, moi, j'ai pas l'intention de passer du temps dedans pour le plaisir. J'aime mieux sortir sur le terrain, aller faire des photos. Au pire, on se rencontrera par la suite. Tu sais, la pandémie, ça a eu un peu cet effet-là intéressant. C'est que, tu sais, là, tous les outils de réunion à distance, parce qu'avant ça, tu sais, moi, j'ai des clients, des fois, qui viennent d'Europe, mais j'en ai qui viennent du Québec, j'en ai qui viennent du Saguenay, puis de Montréal. Tu sais, je peux pas réunir ces gens-là à la même place. Fait que ça, c'est les réunions Zoom, c'est super pratique pour ça. Fait que, puis on peut partager notre écran et tout ça. Fait que tu sais, il y a tout ce volet-là aussi, parce que puis quand tu fais plusieurs jours, même au même endroit, avec des orignaux et tout ça, ben c'est le fun d'avoir une critique pendant l'atelier. Parce que, mettons, je vais dire, OK, mais tu sais, là,
fais attention un peu à ce type de cadrage-là, puis tu peux te reprendre le lendemain ou dans les jours qui suivent. Tandis que, bon, des fois après, je le fais sur le terrain aussi, mais des fois à post-atelier, ben là, tu es un peu tard pour apprendre cette connaissance-là. Mm-hmm. Fait que j'aime bien ça quand même, quand on a une petite après-midi de grosse pluie, là, qui nous laisse le temps de se reposer puis de faire cette portion-là de retouche. Mais sinon, je le fais souvent après l'atelier. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis tu sais, des fois, j'aime bien aussi juste avoir un petit feedback aussi. Qu'est-ce qui a bien été? Y a-tu des points à améliorer? Est-ce que tu trouves qu'il y avait trop de journées de prise de vue? C'était-tu trop long, trop court? Ouais. Est-ce que tu aurais fait ça différemment? Ça me permet tout le temps de m'améliorer aussi au fil des ans. Des ateliers, il y a des ateliers que ça fait 6, 7 ans, 8 ans que je fais. Mm-hmm. Puis je peux toujours les améliorer. Il y a toujours quelque chose que je peux faire aussi. Fait que, il y a tout ça que je fais après l'atelier. Mais c'est sûr qu'habituellement, quand même, quand l'atelier est fini, ben, le gros du travail est quand même fait, là, évidemment. Ouais. Mais si tu as 50% des gens qui reviennent dans tes ateliers, j'imagine que tu fais quand même bien ta job. J'espère. Je pense que oui. Là. C'est le signe que ça me donne, moi, en tout cas. Mais c'est tant mieux, ça représente tellement de travail que c'est le fun de savoir aussi après si, justement, tout le repérage, puis la préparation, puis trouver les endroits, ça a valu la peine, puis si les gens ont eu une bonne expérience ou pas. Exact. Surtout pour un atelier, quand tu achètes un produit physique, c'est tel quel. Là. Oui, j'ai aimé le calendrier, non, j'ai pas aimé pour telle raison, mais un atelier de 6-7 jours, tu veux du bon feedback détaillé pour vraiment voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis en plus, si les personnes se réinscrivent, quand ils vont refaire l'atelier ailleurs, ça va juste être encore mieux. Ben oui. Fait que je pense que c'est bon d'avoir ce feedback-là des gens. Là. Ça, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, de développer des relations avec des clients qui reviennent année après année. Ben oui. C'est quand même, déjà, tu sais un peu, parce que des fois, quand tu commences un voyage, tu sais pas trop à qui tu as affaire aussi. Des fois, c'est quand même, c'est touché. Tu sais pas si toi-même, tu vas t'entendre avec la personne. Mais, de savoir déjà à qui tu as affaire, c'est quand même le fun. Puis, il y a même des relations d'amitié qui se développent avec ça. Là. Fait que c'est toujours super intéressant. Niveau humain aussi, là, ce type d'atelier-là. Là, c'est toujours bien le fun. Mais, résume-nous donc, mon cher Jérémy, pour les auditeurs qui voudraient créer des ateliers, soit des photographes amateurs ou professionnels, quels sont, sommairement, là, on ne refera pas un deuxième podcast, mais sommairement, les étapes que ça prend de la préparation jusqu'à ton suivi après l'atelier, qu'est-ce que les gens doivent considérer? Ben dans le fond, c'est ça. Ça part d'une bonne expérience terrain, d'une bonne connaissance, en fait, de tout ce qui est terrain, photo. Si tu es pour l'enseigner, il faut que tu le maîtrises à 100%. Tu peux pas avoir vraiment trop d'hésitation, sauf des petits détails, là, comme on parlait. Donc ça, à la base. Après ça, ça prend un bon repérage, déterminer un bon endroit. Puis ça, c'est vraiment le nerf de la guerre d'avoir un endroit qui est propice à monter un atelier. C'est pas pareil qu'un endroit propice à faire des photos seul. Mm-hmm. C'est quand même assez différent. Donc, tu as trouvé un bon endroit, tu as les connaissances pour guider là. Tu vas faire ton repérage, tu montes ton atelier, tu trouves ta clientèle. Puis, après ça, tu guides ton atelier. Ça paraît tellement simple quand tu le dis c'est comme ça. Récupérer. Mais tu sais, c'est ça. Il faut écouter le reste du podcast avant. Oui, clairement. Ouais, mais c'est un petit résumé de la chose. Oui, de toute façon, on le sait, on l'a compris, là, clairement, que ça prend quand même beaucoup de temps déjà, puis beaucoup de connaissances, puis d'expertise pour créer tout ça. Là, mais c'est super trippant. Yes, moi, ça me passionne. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Puis quand tes clients... même sans faire des photos, mais ont une belle expérience. Tu le sais tout de suite, tu le vois. Tu le vois dans leur regard. Puis, en plus, s'ils font des belles photos, ça, c'est la cerise sur le sundae. Parce qu'après ça, on n'en a pas tant que ça parlé, mais on a quand même mis l'accent sur le fait que c'est la nature, c'est la faune sauvage. Il y a tout le temps une possibilité de ne pas faire de photos. Ouais. Il y a tout le temps ça pareil. C'est le propre de la photo nature. Puis, je veux dire, on en fait des sorties où on fait pas de photos, puis ça peut arriver dans un atelier. C'est sûr que si on prend 10 jours, ça serait quand même surprenant qu'on fasse pas de photos. Mais, tu peux arriver, puis il y a un ouragan qui passe à cet endroit-là, où tu as de la pluie à Sio pendant 40 mm par jour. Tout peut arriver quand tu vas faire de la photo nature. Fait que forcément, il peut y avoir quand même certaines déceptions. Mais ça fait partie du jeu. C'est ça, la photo nature. On n'a pas de contrôle là-dessus. Puis une chance qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, parce que là, ça perdrait toute la magie
sais, quand ça fait 5 jours, tu cherches un orignal, puis là, tu tombes sur l'orignal. Ouais. Le feeling est quand même assez extraordinaire. Fait que c'est ça. Ça, c'est un petit disclaimer quand même. Quand on s'inscrit à un atelier, là, parce qu'il faut pas non plus penser que... bon, après ça, il y a d'autres types d'ateliers qu'on n'a pas jasé, que les chances sont plus certaines, mais c'est pas le même... c'est pas le même volet éthique et expérience nature. Mais en tout cas, dans moi, ce que j'offre, puis dans ce qu'on a parlé, il y a tout le temps... Il peut avoir une possibilité de ne pas croiser d'animaux. Ouais. Mais ça arrive, puis c'est plate, mais c'est comme ça. Puis il faut... L'expérience en nature aussi, c'est une partie de l'atelier aussi. Ben oui. Le fait d'être à l'extérieur, de découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux biotopes, des nouveaux animaux. Puis juste ça vaut la peine aussi. Là. Fait que... Moi, je le dis à tout le monde qui me pose des questions par rapport au métier spécifiquement, que je dis qu'il faut que ça parte de aimer être dehors, exact. Puis que les photos soient secondaires. Puis j'ai l'impression que dans un atelier, même si on doit se mettre un peu plus d'attente parce qu'on s'inscrit dans un atelier photo, fait qu'on imagine qu'on va créer des photos, puis ça va être le cas, mais il faut aussi garder en tête qu'à la base, on s'inscrit pour passer du bon temps en nature avec un bon guide, d'autres gens qu'on va découvrir, puis qu'on va triper à être dehors. Puis si on fait des bonnes photos, tant mieux. Sinon, on aura vécu une belle expérience. Exact. Sur cette belle note. Ben oui, voilà, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Jay. Ça fait plaisir.